République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi veut définitivement rompre avec le camp Kabila. Après le contrôle de la majorité au Parlement, il veut revoir la composition du gouvernement. Annonce faite devant le Parlement. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara entame officiellement un troisième mandat. Le chef de l'État ivoirien a prêté serment ce lundi devant plusieurs de ses pairs. Les violences liées à sa réélection ont fait près de 100 morts. Et puis en France, la colère des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Ils étaient dans les rues pour dénoncer la fermeture de leurs entreprises pour cause de coronavirus. Paris a entamé depuis quelques jours la deuxième vague du confinement. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En République démocratique du Congo, rien ne semble arrêter Félix Tshisekedi. Le président congolais veut remanier son gouvernement après la prise du contrôle du Parlement. Il était devant les deux chambres du Parlement pour faire cette annonce ce lundi. Malgré les efforts que j'ai déployés, la détermination se sentait dans sa voix. Félix Tshisekedi semble s'être défait d'un goulot qui l'étranglait. Devant les deux chambres du Parlement, il évoque ce qui s'apparentait à un supplice pour lui. Malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Après s'être défait de son allié d'hier, il entend modifier la donne. La majorité parlementaire dorénavant en sa faveur, le prochain chantier qu'il veut investir est celui de la recomposition de l'équipe gouvernementale. C'est nécessaire, affirme-t-il. Un gouvernement d'union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État, appelle-t-il de ses vœux. La feuille de route du prochain gouvernement, qui sera issue de la nouvelle coalition, nous engagera sans répit, a-t-il ajouté. Félix Tshisekedi gouvernait depuis janvier 2019 avec le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila, qui détenait le poste de Premier ministre, les 2/3 des quelques 65 ministères, la majorité à l'Assemblée et au Sénat. Toujours au chapitre politique, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, a été investi ce lundi pour un troisième mandat controversé. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel d'Abidjan en présence de 13 chefs d'État africains. Parmi les invités, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui avait donc soutenu Ouattara lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Il faut rappeler que les principaux leaders de l'opposition n'étaient donc pas à cette cérémonie. Ils contestent toujours la réélection d'Alassane Ouattara. Écoutons justement ici un extrait des propos du président investi. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Voilà, propos d'Alassane Ouattara. Au Ghana, après la réélection du président sortant Nana Akufo-Addo, le parti d'opposition, l'UNDC, continue de protester les résultats de l'élection. C'était il y a plus d'une semaine. Il a présenté ses propres résultats de la présidentielle. Voyons tout cela dans ce reportage. Au lendemain de l'annonce de la victoire de son rival, le président sortant Nana Akufo-Addo, le candidat de l'opposition John Mahama a qualifié de frauduleux les résultats officiels communiqués par la commission électorale. Il a promis de prendre toutes les mesures légitimes pour inverser cette injustice. Et c'est dans cette optique que son parti, le NDC, a donné ce dimanche une conférence de presse censée exposer les erreurs de la commission électorale. Selon ses calculs, Nana Akufo-Addo arriverait bien en tête du scrutin présidentiel, mais avec 49,62% des voix seulement, ce qui impliquerait la tenue d'un second tour entre le président sortant et John Mahama. La contestation porte aussi sur les élections législatives.
Selon les résultats provisoires publiés par la commission électorale, le parti présidentiel aurait remporté 137 sièges au Parlement, tandis que le NDC en aurait obtenu 136. Mais d'après les calculs du parti d'opposition, le NDC aurait en fait remporté 140 sièges, soit la majorité au Parlement. De son côté, la commission électorale a admis avoir fait des erreurs dans ses calculs, mais affirme que cela ne change rien aux résultats de l'élection présidentielle ni des législatives. Les observateurs locaux et internationaux ont quant à eux validé les conclusions de la commission électorale, mais ont regretté que le processus soit moins transparent qu'à l'accoutumée. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, en visite en Éthiopie, a affirmé s'être mis d'accord avec son homologue pour la tenue en urgence d'une réunion de l'IGAD, entendez le groupe des 7 pays de l'Est africain, pour résoudre la crise au Tigré. La crise qui a donc fait plusieurs morts, des bilans jusqu'ici inconnus. Un communiqué du bureau du Premier ministre soudanais indique que la visite de Abdallah Hamdok a permis des négociations fructueuses et il a été convenu de tenir une réunion urgente de l'IGAD après un entretien dimanche entre le Premier ministre soudanais et son homologue éthiopien Abiy Ahmed. Aucune confirmation n'a été donnée pour le moment à Addis Abeba. L'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, est un groupement régional créé le 21 mars 1996, associant 7 pays est-africains, Djibouti, Éthiopie, Kenya, Somalie, Soudan, Soudan du Sud et Ouganda. Abiy Ahmed a affirmé dimanche sur Twitter qu'il s'était rendu à Mekele pour la première fois depuis que les forces fédérales en ont pris le contrôle. Il a rejeté les informations faisant état de la persistance d'affrontements dans la région comme des fusillades sporadiques. Les médias d'État ont annoncé dimanche que l'administration provisoire mise en place par Addis Abeba au Tigré avait ordonné aux fonctionnaires de reprendre le travail lundi et demandé la réouverture des commerces. Le Premier ministre éthiopien a lancé le 4 novembre une opération militaire pour chasser les dirigeants de la région issus du Front de libération du peuple du Tigré après des mois de tension et a annoncé le 28 novembre la prise de Mekele, capitale régionale, et la fin des combats. Les combats auraient fait des milliers de morts, près de 50 000 habitants du Tigré ont fui au Soudan voisin et un nombre indéterminé ont été déplacés à l'intérieur de l'Éthiopie. Bonne nouvelle pour le Soudan, les États-Unis ont formellement retiré le pays de leur liste, évidemment des États soutenant le terrorisme, où il figurait depuis 1993. C'est ce qu'a donc annoncé l'ambassadeur américain, disons à Khartoum, sur Facebook. Le 19 octobre dernier, le président américain Donald Trump a annoncé le retrait de Khartoum de sa liste noire des pays soutenant le terrorisme. La période de notification au Congrès de 45 jours ayant expiré, le secrétaire d'État a signé une notification annulant la désignation du Soudan comme un État soutenant le terrorisme. La mesure est effective à compter de ce 14 décembre, a annoncé l'ambassade américaine à Khartoum sur Facebook. Cette mesure, tant attendue par Khartoum depuis la chute en avril 2019 de l'autocrate Omar el-Béchir, devrait offrir une bouffée d'oxygène à l'économie de ce pays en plein marasme. L'inscription sur la liste noire empêchait les pays étrangers de commercer et d'investir au Soudan sous peine de sanctions. Et le 23 octobre, les autorités soudanaises, tout en niant tout chantage, ont accepté, sous la pression américaine, de normaliser leurs relations avec Israël. Et ce n'est qu'après cette annonce soudanaise que Donald Trump a effectivement notifié au Congrès américain, le 26 octobre, le retrait du Soudan de la liste noire. Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration étaient dans les rues de Paris, en France, ce lundi. Ils dénoncent la fermeture de leurs entreprises, fermeture décrétée par le gouvernement pour cause de coronavirus. La France a entamé depuis quelques jours la deuxième vague du confinement. Reportage. Ils sont les victimes collatérales de la pandémie du nouveau coronavirus. Ils paient le prix fort avec la fermeture de leur établissement décrétée par le gouvernement français pour contenir la propagation du virus. Dans les rues de Paris ce lundi, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration ont donné de la voix. C'est de dire que les chefs d'entreprise sont à bout. Ils ont été sages pendant le premier confinement, mais là ils n'en peuvent plus, c'est bourré d'inégalités. Tout ce qu'on nous a promis en mars, rien n'arrive.
Les hôteliers, on nous avait promis qu'on nous ferait sauter la taxe sur l'audiovisuel. Rien, on n'est pas ouvert. On a 10% d'occupation sur l'année et on paye 100% de cette taxe. On nous a promis que les assurances allaient nous aider. Ils nous proposent une cellule psychologique pour soutenir les chefs d'entreprise qui sont dépressifs. Ils ont caché les cercueils, ça ira plus vite. La question, c'est pour quelle raison, nous, plus que les autres. Voilà, c'est où on ferme tout et on reste tous fermés, ou on reprend tous à travailler en mettant des protocoles sanitaires. Ben voilà, il y a des gens qui sont payés pour pouvoir faire ça. Et nous, petits bons soldats de la France, on paye en plus, parce qu'on continue à bien payer tout ce qu'on doit payer. Donc il n'y a pas de logique. Pourquoi dans certaines structures, il y a encore des cantines ouvertes gouvernementales alors que nous, on ne peut pas. Ils sont comme nous, donc s'ils savent respecter, on sait aussi. Depuis fin octobre, ces professionnels ont dû fermer leurs établissements et devront les garder ainsi jusqu'au 20 janvier, si tout va bien. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.